L'atelier de concertation sur la participation citoyenne à la réforme du secteur de sécurité en Guinée a ouvert ses travaux ce mercredi. Avec la participation des acteurs de la société civile et des partenaires ouest-africains, cette rencontre vise essentiellement à tisser un lien entre la population et les forces de défense et sécurité afin de concevoir la paix et la quiétude dans le pays. Donc, je veux dire que le thème choisi par cet atelier rentre parfaitement dans les objectifs de la réforme, à savoir améliorer les relations civilo-militaires. Civilo-militaires, c'est les forces de défense et de sécurité, les armées, la police et la gendarmerie. Il faut que nos relations soient améliorées avec les populations civiles. Vous regardez, vous suivez par moments les forces de défense en train de faire des activités de nettoyage au niveau des grands axes, au niveau des cimetières, au niveau de la mosquée. C'est entre autres des actions qui peuvent rétablir la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Il faut savoir que l'action militaire, la victoire des armées est basée sur le soutien des populations. Toute armée, quelle que soit sa force, si elle n'est pas soutenue par sa population, elle sera vaincue. Donc en plus de la formation professionnelle des forces de défense et de renforcement de leurs capacités, l'expérience a montré que l'amélioration des relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles, voire rétablir ou améliorer ou établir la confiance entre elles, est plus que primordiale et plus importante que l'équipement et la formation militaire professionnelle. Le responsable des programmes du CECID affirme que cette rencontre permettra de souder le lien entre les civils et les hommes en uniforme. Et ça amène beaucoup plus de stabilité et beaucoup plus de sécurité, puisque quand les deux communiquent, les renseignements vont être faciles à être apportés aux acteurs, et puis facilement ceux qui sont en charge de notre sécurité vont prendre les dispositions idoines pour que nous soyons plus en sécurité et plus de stabilité dans notre pays. Présente lors de cette rencontre, la directrice du partenaire Ouest Africa réitère son engagement et souhaite qu'à la fin de cet atelier, le processus de dialogue civilo-militaire aboutit. À l'issue de ces travaux, nous voulons vraiment que cette RSS qui est bien partie, donc comme je l'ai dit tantôt, qui est en phase de devenir une référence en Afrique francophone, puisse aboutir. Donc on a des craintes parce qu'actuellement, vous savez ce qui se passe actuellement, donc à l'approche des élections, toujours en Afrique. Donc il y a des possibilités qu'il y ait des perturbations qui puissent miner ce qui a été bien fait. Et donc nous, à l'issue, n'est-ce pas, de ce dialogue, on espère qu'on aura bien réussi cette RSS en Guinée avec une participation effective de la population et la prise en compte effective de la préoccupation. À noter que ce manque de collaboration entre les civils et les hommes en uniforme est un véritable problème dans le pays, dans la mesure où cela favorise l'insécurité et le grand banditisme dans la société. Coïncidence météorologique, fait divin, difficile à dire. C'est sous une fine pluie que les femmes leaders de Guinée, en communion avec les religieux, ont fait entendre leurs cris de douleur ce mercredi au centre islamique de Donka. Cris de douleur dus à la situation sociopolitique dans laquelle le pays est plongé. Monseigneur Vincent Coulibaly, porte-parole des religieux, exhorte les protagonistes de la crispation politique à la raison. Les femmes leaders de Guinée, dans les langues principales du pays, ont dit leur ras-le-bol à la classe politique.
cours de cette rencontre, la jeunesse a rappelé aux acteurs de la crise politique qu'ils sont les potentielles victimes avec leur mère. Au regard de l'enlisement du climat politique, les voix font écho pour fustiger la situation de précarité dans laquelle les populations sont contraintes de vivre, situation liée aux manifestations récurrentes soldées par des morts. Les opérations de révision exceptionnelle du fichier électoral lancées officiellement le 24 avril dernier à Kindia se poursuivent. Ici, dans la commune de Dixine, précisément au quartier Port 1, secteur 3, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Dans cette carte, néanmoins, l'opérateur de saisie indique que tout va au mieux. Cependant, dans la même carle, ce membre issu de l'opposition évoque des problèmes de paiement et se dit sidéré. Par ailleurs, au quartier Landeria, dans la même commune, dans la carle 6 et 7, le président du bureau exprime sa satisfaction. Quant au chef du quartier, il invite les citoyens de sa juridiction à venir se faire enrôler. Toutefois, force est de reconnaître que malgré que les opérations se poursuivent bon an mal an, l'affluence n'est pas encore de taille et les difficultés se font sentir entre membres des carles et la Commission électorale nationale indépendante, CENI. En attendant, l'opposition continue de rejeter le chronogramme proposé et recuse la CENI. Madame le ministre des Sports, Domani Doré, a effectué une série de visites ce mardi au niveau des complexes sportifs de proximité de la capitale. L'objectif, s'enquérir de l'état de l'évolution de ces chantiers. Ce périple commence au stade de la mission de Kaloum. Dans ce stade en plein chantier, on constate l'installation d'un terrain synthétique de dernière génération. Pour un contrat d'exécution de 6 mois, le responsable des travaux nous fait le point après 1 mois de travail. Les travaux évoluent. Après Zérékoré, la ministre de l'Agriculture a pris son bâton de pèlerin pour la sous-préfecture de Guéké, située à 62 km de la région administrative, pour une visite de travail où elle a été accueillie par la population et la directrice générale de la SOGIPA. Ce mardi, elle a commencé sa visite par l'étang piscicole de Guéké à 2 km de la ville où se pratique la rizipisculture par la Société guinéenne des palmiers à huile et DVA pour servir les producteurs dans le cadre de la sécurité alimentaire. La récolte du poisson se passe 2 à 3 fois par an. À elle seule, elle donne 1,5 tonne à l'hectare et couplée au riz, elle donne 2,5 tonnes à l'hectare. Ensuite, elle s'est rendue dans une plantation de palmiers et DVA familiale à Sogipa qui a à son compte 2840 palmiers et plus de 6000 EVA. La visite du lycée moderne de la maison polyvalente, du centre médical Sogipa et de l'usine du même nom a mis fin à cette journée du mardi. À noter que le lycée moderne, la maison polyvalente et le centre médical sont les œuvres de cette entreprise qui extrait de l'huile de palme, transforme le coagulant en caoutchouc et elle emploie 4039 travailleurs. Au Soudan, le président Omar El-Béchir, réélu lundi 27 avril pour un nouveau mandat de 5 ans avec 94,5% de voix. À 71 ans, le chef de l'État soudanais est confronté à une opposition divisée. Celle-ci avait boycotté le scrutin qui s'est tenu du 13 au 15 avril 2015. Après sa victoire, le président Omar El-Béchir salue le déroulement du scrutin. Nous saluons les observateurs venus s'assurer du bon déroulement des élections. Celles-ci ont été justes, transparentes, libres et ont été un modèle qui sera présenté à d'autres pays, notamment les puissances coloniales en Europe. Nous remercions tous ceux qui ont voté pour nous et ceux qui ont fait valoir leurs droits
en votant pour nos adversaires. L'opposition estime que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et juste. Par ailleurs, le Soudan est aujourd'hui en proie à une crise économique suite à la perte de 3/4 de sa production de pétrole en raison de l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Le gouvernement tentera de se présenter dans un nouveau jour. Tout d'abord, il réchauffera ses relations avec les États du Golfe et l'Arabie saoudite en particulier. Les autorités disaient que les élections conduiraient à une nouvelle étape dans laquelle il s'engagerait à revoir un certain nombre de choses, dont la Constitution et la protection des droits de l'homme. Il a besoin de l'appui de la communauté internationale, notamment pour l'économie et les relations étrangères. Depuis 2003, le Soudan est confronté à une rébellion dans la région du Darfour et une autre insurrection dans le Nil bleu depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011. Une situation à laquelle le président Omar el-Béchir et son gouvernement devraient apporter en urgence des solutions idoines. Ah oui, l'opposition semble déterminée encore une fois à revendiquer sa victoire. Elle se battra par tous les moyens légaux pour montrer que les résultats annoncés sont différents de ce qu'elle a collecté sur la base des procès-verbaux. Alors à l'inverse de 2010, la dernière élection, elle a cette fois-ci mis en place donc une véritable stratégie. Elle a déployé sur le terrain plus de 20 000 personnes pour sécuriser ses propres résultats. En 2010, son siège de décompte avait été investi par les militaires qui avaient emporté avec eux les copies des procès-verbaux. Et bien cette fois-ci, tout a été mis en place pour éviter un tel scénario. Reste maintenant à savoir quelle sera la capacité de cette opposition à mobiliser, car ses partisans ont marché sans succès pendant des mois à l'issue de la deuxième élection de Faure Gnassingbé il y a 5 ans. Elle ne peut pas trop compter sur la Cour constitutionnelle parce que ses membres sont plutôt des partisans de Faure Gnassingbé. La compagnie aérienne nationale congolaise Eker vient de récupérer son Boeing 757 saisi à Paris, en France, le 11 avril 2015. La juge d'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a donné raison à Eker qui a toujours traité d'illégal la saisie de son appareil. Une saisie qui intervient dans le cadre d'un litige commercial opposant François Otzali, patron des brasseries africaines de Brazzaville, à l'État congolais. La retenue de l'avion de la compagnie Eker sur Roissy est une affaire qui part du fait que vous avez un chef d'entreprise congolais qui avait porté plainte contre l'État congolais parce que ces entreprises avaient été détruites lors des mouvements de guerre qu'il y avait eu à l'époque au sein de l'État congolais. À partir de là, l'avion a été retenu ici là par les juges français dans la mesure où que la décision qui a été prise au Congo était applicable sur le territoire français. Donc c'est déjà la raison pour laquelle vous avez eu la retenue du 757 d'Eker sur Paris. Si la récupération du Boeing 757 est à saluer, certains observateurs estiment que la compagnie n'a rien à craindre pour son image. La compagnie aérienne Eker, ce n'est pas la première compagnie, si vous voulez, qui voit ses avions arrêtés sur Roissy. Ce sont des faits qui se produisent régulièrement. Mais on n'en parle pas souvent, mais vous avez des tas de compagnies dans le monde entier qui leur vu leurs avions bloqués sur Paris dès l'instant qu'il y a un litige de ce type-là ou d'un autre type, mais qui justifie, si vous voulez, la retenue d'un avion sur soi, parce que bon, les créances vis-à-vis même des aéroports dans le monde ne sont pas payées. Bon, donc ce sont des choses qui sont assez régulières. Eker emploie près de 250 personnes formées dans différents métiers de l'aviation. À ce jour, la compagnie dispose d'une flotte composée de 7 appareils qui dessert une dizaine de destinations en Afrique centrale et de l'Ouest, mais aussi Dubaï, Paris et Bruxelles à partir de Brazzaville, son hub. Avec un capital social de 100 millions de francs CFA, la compagnie Eker, créée en 2011, s'est imposée dans le paysage aérien national et international. En périphérie de Bujumbura, ambiance bon enfant au sein de ce groupe de manifestants. Mais au 4e jour de la mobilisation, ils sont plus que jamais déterminés à contraindre le président Nkurunziza à ne pas briguer un 3e mandat. Le président doit dire qu'il ne se représente pas, sinon nous ne retirerons pas nos barricades. La police devrait arrêter de bloquer les rues et nous laisser tous circuler librement, car nous voulons manifester dans le centre-ville, mais il nous en empêche. Le président veut quelque chose que nous ne voulons pas. Comment prétend-il diriger un peuple qui ne veut pas qu'il reste au pouvoir? Les points de tension entre manifestants et forces de l'ordre se multiplient. Pour tenter de ramener le calme, les autorités ont coupé l'accès à certains réseaux sociaux
comme Twitter, Facebook ou WhatsApp, désormais inaccessibles sur les téléphones portables, seulement sur Internet. Mardi déjà, la très populaire radio indépendante RPA avait été coupée aux grandes dames de l'opposition qui réclament sa réouverture. Pour elle, la tentative du président Nkurunziza de rester au pouvoir est contraire à la Constitution. La communauté internationale s'inquiète de nouvelles violences. Un émissaire américain a été envoyé au Burundi ce mercredi. Jeune comédienne, Viviane Mina Sidibé est l'une des étoiles montantes du cinéma malien. Dans sa carrière artistique, la jeune dame a joué dans des séries télévisées et des longs métrages, notamment L'œil du micro, Rapta Bamako, L'étoile d'araignée, entre autres. On est un miroir, on est un océan, on partage ce qu'on sait sur l'écran et on sensibilise les gens à travers cela. Donc c'est un beau métier qu'on fait avec tout l'amour qu'on a et voilà, ça plaît aux gens. N'ayant pas suivi une formation au jeu d'acteur, Viviane Mina Sidibé a su s'imposer sur scène. Les rencontres avec certains réalisateurs et surtout les anciennes comédiennes l'ont aidé à s'affirmer dans ce métier. Je peux dire que ce sont elles qui me rendent la tâche facile parce qu'à chaque fois que je me retrouve avec une grande actrice comme Hélène Diarra, c'est toujours un plaisir et c'est toujours un enseignement pour moi. Je peux lui poser toutes les questions, elle peut me donner tous les conseils dont j'ai besoin et ça m'aide à grandir. C'est avec un sentiment d'honneur, de fierté et de combativité que la comédienne Viviane Mina Sidibé a remporté en 2014 le trophée FESPACO et Canal+, aux journées cinématographiques de la femme africaine de l'image à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle a aussi remporté le prix de la meilleure comédienne à la 18e édition des Écrans noirs de Yaoundé. La tension monte dans les rues de Katmandou alors que l'aide peine à arriver. L'eau et la nourriture manquent et le gouvernement ne fournit pas non plus ces bus qu'il a promis et qui doivent permettre aux habitants d'évacuer la ville. On ne peut pas rester dans la maison qu'on louait. Elle est détruite et on ne peut pas rentrer dans notre village natal. Mais les enfants tombent malades ici. Au total, 8 des 28 millions d'habitants du pays auraient été affectés par le séisme. Les besoins sont immenses. Le montant total de cet appel est de 415 millions de dollars. L'argent sera utilisé pour de la nourriture, de l'eau, des installations et des produits d'hygiène et des abris. Avoir cet argent à temps est essentiel pour obtenir le soutien logistique nécessaire pour envoyer les biens dans les zones affectées. Cela va être un vrai défi à cause de la topographie du pays. Faire parvenir l'aide humanitaire dans les régions les plus reculées du Népal est un problème, mais la faire arriver à Katmandou également, car l'aéroport de la capitale est saturé. Plusieurs avions d'aide ont dû faire demi-tour, l'unique piste d'atterrissage n'étant pas capable d'accueillir des gros porteurs. Un avion humanitaire français envoyé lundi était toujours bloqué mercredi matin à Abu Dhabi, faute d'autorisation d'atterrir à Katmandou. Plus surprenant, le Népal a demandé aux équipes de sauveteurs étrangers de ne plus venir. Elles seraient déjà en nombre suffisant dans le pays. François Hollande a tranché. Face à la menace terroriste et malgré les économies nécessaires, l'armée aura plus de moyens dans les années à venir. J'ai fait ce choix parce que c'est celui de la France. La nouvelle a fait les gros titres des médias en Australie. L'exécution d'Andrew Chan et Muran Sukumaran a beaucoup choqué dans le pays. La classe politique a unanimement fait part de sa consternation. La présidence de M. Widodo sera définie par le fait qu'il a procédé à ces exécutions et qu'il n'a pas accédé à la demande de clémence de notre Premier ministre et de notre ministre des Affaires étrangères ou à la nôtre, parlementaires, qui avons tous demandé qu'il leur accorde une grâce. Andrew Chan et Muran Sukumaran étaient les chefs du gang dit des Neufs de Bali. En 2005, ils sont arrêtés à l'aéroport de Lille alors qu'ils tentent de faire passer 8 kilos d'héroïne en Australie. L'année suivante, ils sont condamnés à mort. Leurs complices écopant, eux, de peines allant de 18 ans de prison à la perpétuité. Des condamnations plus raisonnables, selon les Australiens. C'est terrible, c'est barbare d'exécuter les gens à notre époque. Ils ont fait ça il y a 10 ans, c'était une peine suffisante.
La façon dont ils sont morts, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour nous, ce n'est pas bien pour les Indonésiens. Je ne retournerai jamais dans leur pays. Comme cet homme, beaucoup appellent maintenant à ne pas se rendre en Indonésie. Sur Internet, les mots dièses boycott Indonesia et boycott Bali se multiplient. Pourtant, le Premier ministre australien Tony Abbott a déconseillé un boycott du pays pour le commerce comme pour le tourisme. Des remords profonds même, mais toujours pas d'excuses. Shinzo Abe s'est exprimé tout à l'heure devant le Congrès américain. C'est historique pour un Premier ministre japonais. Au cœur de son discours donc, le rôle du Japon dans la Seconde Guerre mondiale. Ses voisins asiatiques attendent depuis longtemps un mea culpa. Tokyo s'y refuse toujours. On écoute donc Shinzo Abe. Au nom du Japon et du peuple japonais, j'exprime, avec un profond respect, mes condoléances éternelles pour les âmes de tous les Américains disparus pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces camions rouges vont devoir changer de nom. Norbert d'Entresangles, fleuron français du transport, passe sous pavillon américain. Le groupe lyonnais est racheté par XPO Logistics pour plus de 3 milliards d'euros, tout en maintenant pendant 18 mois les emplois en France. Mais beaucoup de salariés s'inquiètent pour leur avenir. Oui, 18 mois, bon, mais après il va voir ce qui est rentable ou pas rentable. On est moins rentable que les pays de l'Est, puisqu'on travaille plus cher que... Chez les Américains, c'est pas une bonne chose. C'est des banquiers, ils vont nous balancer comme un malpropre. Norbert d'Entresangles a fondé l'entreprise il y a 36 ans. Aujourd'hui, il cède sa place car aucun de ses enfants ne veut prendre la relève. C'est donc ce milliardaire américain, Bradley Jacobs, qui s'offre l'entreprise. Sa société emploie 10 000 salariés, 4 fois moins que le français, et il le reconnaît, le dollar fort a facilité le rachat. XPO Logistics espère à présent devenir un géant mondial. XPO, notre nouvel actionnaire, n'a rien en Europe, en fait, rien du tout. Donc eux, ce qu'ils achètent, c'est cette plateforme, cette capacité de développement, cette capacité à servir des clients à l'échelle mondiale. Des rachats d'entreprises françaises par des groupes étrangers, les exemples se multiplient ces dernières années. La branche énergie Alstom rachetée par l'américain General Electric ou encore le Club Med passé sous pavillon chinois. Mais les entreprises françaises, elles aussi, s'emparent de champions étrangers. 2417 sociétés rachetées en 4 ans pour 200 milliards d'euros. Et dans le même temps, 1500 entreprises tricolores ont été rachetées par des compagnies étrangères pour 150 milliards d'euros. Avantage donc à la France.